De même que l'on se préoccupe de garder un certain contrôle sur notre vie en ligne, il est devenu important de s'interroger sur le devenir des données personnelles par-delà notre vie charnelle. Alors que deviennent-elles post-mortem? Comment se préparer? Qui peut prendre la main sur ces données après la mort? On en parle avec Hugo Fermin. Vous êtes cofondateur de Scan & Learn, spécialisé dans la création de mémoriaux en ligne et de plaques funéraires connectées qui sont fabriquées en France. Philippe Mérable, président d'Advitam, vous accompagnez les familles en deuil dans l'organisation des obsèques sur Internet. Et puis nous aurons également en visio Claire Sambuc, juriste en droit des nouvelles technologies chez eProtego, spécialiste de la protection dans l'e-réputation. Hugo Fermin, je vais démarrer avec vous. Votre société a été créée en mars 2020, c'est-à-dire en plein pic de la crise Covid, première période de confinement. Pourquoi à ce moment-là ? Eh bien, écoutez, en fait l'histoire de Scan & Learn a débuté de par le décès de notre grand-mère et le besoin de mon grand-père de mettre en avant sa mémoire. Et en fait, on s'est dit, pendant le Covid, c'est vrai que beaucoup de personnes avaient aussi peut-être l'envie de pouvoir partager la mémoire de leurs défunts, notamment parce que pendant les enterrements, tout le monde ne pouvait pas y assister. Et on s'est dit ce serait un moyen, super de mettre en place cette nouvelle technologie. Et ça consiste en quoi un mémorial numérique ? Du coup, un mémorial numérique, un mémorial en ligne, c'est une page qui est consacrée à un défunt, qui est composée de photos, de vidéos, ainsi que d'un récit de vie et de témoignages de la famille, des amis, des proches. Mais ça, aujourd'hui, on pouvait avant, je veux dire, la création de votre société, on pouvait tout à fait l'organiser sur des grands réseaux sociaux américains. C'est ça, donc voilà, on va pas les citer, mais c'est vrai qu'on pouvait le faire, notamment avec des comptes justement qui pouvaient être transformés en comptes de commémoration. Mais là, voilà, nous, on va un petit peu plus loin, on va créer quelque chose de plus intime, qu'on peut pas, par exemple, les pages donc des mémoriaux en ligne ne peuvent pas être, on peut pas les retrouver sur Internet, elles sont cryptées. Et donc voilà, et là c'est vrai que c'est vraiment juste la famille qui peut y avoir accès. On peut aussi décider de mettre certaines pages en privé, comme les pages photos, vidéos, les pages aussi témoignages, ou alors le mémorial complet en privé, protégé par mot de passe, choisi par la famille et donc non visible au grand public. Philippe Mérable, parmi les nouvelles dispositions à prendre pour les familles au regard de tout ce qu'on laisse aujourd'hui justement sur les réseaux sociaux, enfin de toute cette vie numérique qui se crée autour de nous, il y a de nouvelles dispositions à prendre au moment des obsèques. Comment est-ce qu'on peut les accompagner sur cette question ? Oui, alors du coup nous on est un opérateur funéraire on s'est créé il y a plus de 5 ans. Et très rapidement, on a souhaité accompagner les familles sur la clôture de la vie numérique des personnes, parce qu'on a senti dès le début que c'était un besoin qui, à l'époque, n'était pas adressé. Et notamment, on avait fait une étude où on avait calculé qu'en France, rien qu'en France, sur Facebook, il y avait un décès toutes les 5 minutes qui avait lieu, ce qui est juste énorme. Et il y a une étude américaine également qui a été publiée qui montrait que d'ici quelques années, il y aurait plus de profils de personnes décédées sur Facebook que de personnes vivantes. Donc c'est un vrai sujet. Il faut savoir aussi que nous tous autour de la table, on a plusieurs dizaines même de comptes digitaux, enfin sur des réseaux quels qu'ils soient. Et donc on laisse tous une présence numérique qu'on a besoin de clôturer. Sinon, notre présence continue. Des adresses mail aussi, tout simplement. Des adresses mail, exactement. Ces réseaux sociaux, adresses mail, ça peut être des comptes, des journaux, on en a vraiment plusieurs dizaines chacun. Et qu'est-ce qui se passe si je laisse tout ça à l'abandon ? Eh bien, si vous laissez tout ça à l'abandon, ça va rester. Justement, personne ne va s'y intéresser, ça va rester. Et donc, votre présence en ligne va perdurer au-delà de votre propre vie. Et après, sans même évoquer la partie écologique de ce que ça coûte en fait, parce que une page Facebook consomme de l'électricité sur les serveurs de Facebook, et donc si on multiplie ça avec l'ensemble des comptes qu'on a chacun, plus l'ensemble des personnes, des millions de personnes qu'il y a dans le monde, ça fait une consommation électrique phénoménale. Nous allons donner la parole à Claire Sambuc, juriste spécialisée en droit des nouvelles technologies chez eProtego. Bonjour Claire Sambuc. Bonjour. Je ne sais pas si on vous entend bien. Vous m'entendez ? Ok. Alors,
nos données personnelles post-mortem, elles sont éternelles. Que dit la CNIL à ce sujet? Elles paraissent éternelles, effectivement. Et le droit s'est emparé assez récemment de ce sujet. C'est qu'en 2016, en fait, qu'on a vraiment pu instaurer un droit à la mort numérique. Et avant, il y avait vraiment un vide juridique sur le sujet. Et c'est qu'à partir de cette loi, donc pour une république numérique, qui est venue modifier la loi informatique et liberté, donc qui est vraiment la loi phare en ce qui concerne les données personnelles, qu'a pu être du coup instauré ce droit, du coup, pour chaque personne, de déterminer le sort de ces données après la mort. Donc c'est alors le droit de créer un testament numérique. Et quelle valeur il va avoir, ce testament? Alors, moi, je n'aime pas vraiment parler de testament parce que c'est vrai que les données personnelles, c'est pas un bien, ce ne sont pas des droits patrimoniaux en fait, mais effectivement, c'est la possibilité d'organiser le devenir de ces données. Donc, c'est très important parce qu'effectivement, avant cette loi, il n'y avait absolument aucune solution pour savoir ce que devenaient nos données personnelles, et les héritiers aussi, c'était également compliqué pour eux de s'emparer de ce sujet-là. Alors, ma question, c'était quelle valeur a-t-il? C'est-à-dire que post-mortem, est-ce que les proches sont tenus d'appliquer certaines règles vis-à-vis de mes données ou de mes comptes? Oui, tout à fait. Effectivement, si des directives existent de la personne, elles ont une valeur juridique et il faut effectivement les appliquer. Alors, vous dites que ce n'est pas un bien patrimonial. En même temps, on en parlait juste en introduction de l'émission, de la valeur de ces données aujourd'hui vis-à-vis des annonceurs et tout ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se monétise, la data. Alors vous, votre spécialité, c'est davantage l'e-réputation. À quoi sont confrontées des familles en matière d'e-réputation au moment du deuil? Alors souvent, les familles viennent nous voir justement, et c'est effectivement généralement à peu près le même sentiment, c'est qu'elles sont vraiment démunies face à cette immortalité numérique. Et souvent, elles viennent nous voir parce qu'elles en ont assez de recevoir des messages de type réseaux sociaux qui lancent des petites alertes telles que c'est l'anniversaire d'un tel, souhaitez-lui joyeux anniversaire, alors qu'en fait, cette personne est décédée. Et elles se sentent vraiment démunies parce que c'est vrai que c'est très compliqué d'entreprendre ces démarches parce que chaque réseau social ou chaque compte, chaque responsable de site a ses propres démarches. Il faut du coup contacter la bonne personne avec les bons documents et ça peut relever vite du parcours du combattant. Et en matière d'e-réputation, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas forcément envie de laisser traîner sur Internet. Est-ce qu'on peut effacer des données? Parce que sur droit à l'oubli, aujourd'hui, les choses sont assez restreintes et encadrées. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Après la mort? Après la mort, écoutez, c'est pareil, il y a aussi un droit à l'oubli après la mort, et du coup, on peut faire valoir effectivement ce droit à l'oubli et permettre à chaque personne de supprimer certains contenus d'une personne décédée. Philippe Meyrat, vous vouliez réagir à ce sujet? Oui, je veux juste réagir. La loi qui a été évoquée est très bien, mais c'est une loi franco-française et donc n'est appliquée que pour des opérateurs français hébergés en France et évidemment pas pour des opérateurs américains. Et donc après, tous les grands réseaux sociaux proposent une démarche pour clôturer les comptes, mais ils n'ont pas de valeur contraignante. En fait, ils le font parce que c'est bien pour leurs utilisateurs, mais il y en a plein qui ne proposent absolument rien et il n'y a aucun moyen de... Ils n'ont pas d'obligation à fermer un compte dans un délai défini, par exemple. Non, même à proposer un parcours pour fermer un compte. Ils n'ont aucune obligation. C'est une loi franco-française et eux n'ont pas d'obligation à la respecter. Voilà. Oui, c'est important de le préciser. Hugo Fermin, je parlais de vos plaques funéraires connectées. En quoi ça consiste? Donc du coup, nos plaques funéraires connectées, c'est des plaques en inox carré où il y est gravé un QR code au laser qui, en le scannant, redirige vers donc le mémorial du défunt qu'on crée sur nos serveurs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui contient photos, vidéos, un récit de vie. Et là, par exemple, à la Toussaint, on a pu en trouver dans les cimetières de vos plaques connectées? C'est ça, donc justement, il y a une autre émission qui a fait un reportage sur nous, justement pour mettre en avant le fait que ça se développait de plus en plus. Et que voilà, c'était aussi... Vous avez des premiers chiffres à partager avec nous? C'est pour l'instant pas vraiment de chiffres à communiquer, vu que ça fait que 2 mois qu'on a commencé vraiment le développement commercial, donc on est vraiment tout jeune. Et donc, on ne peut pas encore faire un bilan. Les chiffres ne sont pas très parlants pour l'instant. Alors moi, j'ai vu chez vos concurrents que certains utilisaient la réalité augmentée. Oui.
pour rendre encore plus réel ce mémorial numérique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine appréhension de la famille, avoir des choses trop réalistes en fait sur la présence du défunt? Peut-être, oui, ça peut être un frein, le fait que ce soit trop réaliste. Donc nous, on n'est pas encore dans la réalité augmentée. Nous, on veut vraiment... Mais parce que c'est un choix technologique ou c'est un choix éthique? C'est un choix vis-à-vis des clients que vous avez? C'est un choix... Nous, on voulait vraiment faire quelque chose de complet. Avec la réalité augmentée, le concurrent dont on parle, c'est vraiment juste une vidéo qui va passer. Elle ne doit pas faire plus de 130 MO. Enfin, c'est vraiment un stockage restreint. Nous, on voulait vraiment laisser la possibilité à nos clients de faire du sur-mesure, finalement, de s'adapter vraiment à leurs besoins, de mettre une grande quantité de photos, grande quantité de vidéos, et voilà, mettre le texte qu'ils veulent. On ne voulait pas les limiter. C'est vraiment ça. Et vous n'avez pas de réaction des familles sur ces nouveaux outils technologiques qui sont utilisés? Si, alors du coup, on a des réactions comme du type ça encourage le voyeurisme. Ouais. Sauf qu'elles ne savent pas toutes qu'on peut protéger justement les pages par un mot de passe. Donc ça, voilà, sinon, c'est vrai qu'on a un peu de l'appréhension, mais aussi des acteurs du funéraire finalement. Aussi. Et la durée de vie de votre plaque, de combien est-elle? Donc du coup, acier inoxydable, normalement, c'est ad vitam aeternam, mais il y a aussi la possibilité de, si jamais elle a été mal entretenue ou voilà, il y a eu une dégradation, il y a aussi possibilité de la racheter sur notre site web, à l'identique. Philippe Mérable, vous avez lancé un service de retransmission des cérémonies d'obsèques au moment du premier confinement également. Est-ce que cette Toussaint, vous l'avez trouvée plus numérique que les autres aussi? Cette Toussaint en cours, c'est un peu tôt pour répondre. En tous les cas, oui, effectivement, on a lancé un service de retransmission des cérémonies d'obsèques juste après l'application, l'entrée en vigueur du confinement. Parce que pour rappel, il était beaucoup plus dur que le confinement actuel. Et quasiment du jour au lendemain, les familles n'ont pas pu se déplacer, eu la possibilité de se déplacer. Les cérémonies d'obsèques étaient interdites. Donc il y a énormément de familles, on est opérateur funéraire par ailleurs, donc on l'a vraiment senti, énormément de familles qui n'ont pas pu accompagner leurs défunts pour les obsèques. Et en plus, s'ils sont décédés du Covid, ils n'ont pas pu le voir du tout. Oui. Pas de recueillement avant la mise en bière, pas de cérémonie d'obsèques, c'est rien du tout. Et donc du coup, on a décidé de lancer ce service-là. Et d'ailleurs qu'on a proposé gratuitement déjà à l'ensemble des familles qu'on accompagnait, mais également à l'ensemble des opérateurs funéraires, étant donné le contexte très particulier de l'époque. Et donc là... Et ça a été largement adopté. Et ça a été largement adopté parce qu'on l'a offert gratuitement à tout le monde, donc on a eu beaucoup de demandes de familles même qu'on n'accompagnait pas du tout. Et là, ça revient, donc on recommence à avoir des demandes en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ces cérémonies à distance? On est quand même au tout début là, de cette histoire technologique. Le funéraire est assez conservateur quand même. Très conservateur. Ce qu'on peut améliorer, je ne sais pas si on peut l'améliorer, mais en tous les cas, la différence, c'est effectivement que c'est malheureusement un peu plus froid qu'une cérémonie classique, où en fait, une cérémonie d'obsèques, c'est aussi un prétexte pour se recueillir et se retrouver en famille. Ensemble, ouais. Exactement, et échanger, là où malheureusement on ne peut pas le faire avec une retransmission vidéo. Donc c'est pas parfait, mais ça apporte une solution de backup quand malheureusement on ne peut pas se déplacer. Et ça apporte une réponse aussi aux cérémonies non religieuses qui sont parfois un petit peu courtes. Alors, c'est une retransmission vidéo de la cérémonie, donc ça ne va pas changer la cérémonie en tant que telle. Après, ça peut permettre d'organiser une cérémonie à côté. Il y en a, ça se développe de plus en plus. Donc, après les obsèques ou un autre jour qui n'a rien à voir, des familles organisent une cérémonie civile dans un lieu qui est plus adéquat à cette cérémonie, moins contraint, qui peut être plus long et plus conforme aux volontés de la personne. Donc là, oui, ça peut permettre d'aller plus loin. Je vais redonner la parole à Claire Sambuc. On a parlé donc de la difficulté aujourd'hui de gérer, de garder la maîtrise des données des défunts, en tout cas pour les proches. Quelles difficultés reste-t-il à soulever dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas encore à bien intervenir? Oui, alors c'est vrai que même si la loi a instauré cette possibilité d'organiser le devenir de ces données personnelles, c'est qu'en pratique, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de gens qui le font parce que c'est un droit assez récent.
Et en l'absence de directive, les héritiers doivent se confronter à un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, ils ne savent pas forcément l'étendue de la vie numérique de la personne. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir sur combien de réseaux il est, sur combien de sites, combien de boîtes mail il a. Donc il y a déjà cette première difficulté. Et c'est vrai qu'on a aussi une seconde difficulté, c'est que du coup, les personnes vont faire appliquer des volontés qui sont supposées du défunt. On ne peut pas vraiment savoir s'il n'a pas laissé directive ce qu'il voulait. Donc c'est vraiment une double problématique, à la fois pour la personne qui laisse ses données et pour les héritiers. Et alors concrètement, comment on fait pour préparer son testament numérique, même si vous trouvez que ce terme est un peu exagéré, mais en tout cas pour exprimer ses volontés quant à l'avenir de nos données post-mortem? Alors déjà, je pense qu'il faut effectivement en parler avec ses proches, c'est la première chose à faire, ou même avec son notaire, effectivement. Et du coup, nous, on a développé une plateforme qui s'appelle Deuil numérique, donc qui est en cours de développement, et qui permet d'enregistrer de son vivant et de manière sécurisée ses volontés pour chaque compte dont la personne est titulaire. Et à sa mort, nous serons chargés d'exécuter les volontés selon ces directives. Il y a une validation par justement un notaire? Non, tout se fait sur la plateforme en ligne. Il n'y a pas de validation par notaire. Alors comment on peut s'assurer du statut et de la validité de ces directives? Généralement, il y a un ayant droit qui est également dans la boucle et à qui on se réfère pour effectuer ces volontés. Et au-delà de la plateforme numérique, les notaires sont plutôt ouverts à ce type de démarche aujourd'hui? Je pense que ça se démocratise de plus en plus, effectivement, parce que c'est vrai que comme le funéraire, c'est que les notaires sont quand même ancrés, pas vraiment dans la modernité, on va dire, et je pense qu'ils s'emparent du sujet et qu'ils vont développer ce pan-là de la vie numérique. Philippe Mérable. Oui, je voulais juste compléter, c'est également un service qu'on propose, donc de pouvoir stocker l'ensemble de ces comptes et informations et donner des directives pour une fois qu'on sera décédé. Donc nous, il est déjà live et déjà utilisé ce service. Et donc les notaires, au contraire, c'est un outil pour eux parce que jusqu'à présent, ils ne géraient pas du tout cette partie-là. Ils étaient vraiment sur la partie successorale les biens immobiliers, capitaux, etc. Et ne géraient pas les volontés numériques. Et donc, en gros, ça leur donne plutôt un outil et des informations pour aller plus loin dans leur métier. Donc, c'est des choses qui sont en train de se développer. Comment expliquer que, justement, ce milieu soit si fermé ou réticent à l'égard des nouvelles technologies? Eh bien, moi, je pense que le métier des pompes funèbres, c'est vraiment encore perçu comme un métier artisanal. C'est avec des matières nobles comme le marbre. Les plaques qu'on retrouve souvent en pompes funèbres, c'est du marbre. Et c'est vrai qu'en parlant avec eux, les clients aussi sont attachés justement à ces produits en marbre qui sont pas forcément innovants, et on n'est pas vraiment dans caractère éternel aussi, peut-être. Peut-être aussi, peut-être. Et voilà, donc c'est... Et au niveau du coût, est-ce que aujourd'hui ça coûte moins cher, par exemple, d'utiliser une plaque funéraire connectée? Nous, on se situe création d'un mémorial et d'une plaque funéraire connectée, on est à 250 € TTC. Donc on est un petit peu plus cher que des plaques traditionnelles en pompe funèbre, mais on apporte aussi ce côté novateur avec les nouvelles technologies. Et ça veut dire qu'il faut que la famille l'entretienne aussi et envoie des données régulièrement. Enfin, il y a une gestion derrière. C'est ça, donc pas forcément régulièrement. Elles peuvent le faire petit à petit, d'abord commencer par du texte, puis après envoyer les photos, ou alors inversement. Et puis voilà, on peut l'agrémenter tout au long de... Finalement, il n'y a pas vraiment de durée de vie. Qu'est-ce que vous conseillez aux internautes concernant leur testament, sur leurs données? Est-ce qu'il faut s'y prendre dès maintenant? Est-ce qu'il faut s'en occuper au fur et à mesure? Comment on s'organise? Alors dès maintenant, ça dépend l'âge de chacun. Nos données numériques évoluent en permanence. On a une vie numérique tout le temps. Donc le faire trop tôt, ça n'a pas d'utilité parce que ça va évoluer en permanence. Donc il faut le faire effectivement à un certain âge, ou en tous les cas quand on ressent le besoin de le faire. Et c'est surtout quelque chose sur lequel il faut revenir régulièrement pour être sûr de mettre à jour ces données. Et également au niveau... Il y a une signature électronique à la fin qui dit que voilà, c'est le testament fait en date du dernière mise à jour.
Alors, c'est pas un testament au sens notarial du terme, c'est vraiment des directives. Donc, c'est moi, utilisateur, je considère que pour mes données personnelles... Mais il est protégé par une signature électronique ou pas du tout? Chez nous, non. Non, non. En fait, il faut créer un compte. Après, ce qu'on demande, par contre, c'est une copie des documents d'identité, parce qu'on va effectivement résilier des comptes importants, notamment les réseaux sociaux, et donc on a besoin de s'assurer de l'identité de la personne. Et on avait besoin de s'assurer également, quand cette personne va décéder, que c'est bien les mêmes personnes en fait qui est décédée et celle qui a laissé les volontés. Donc on vérifie cette partie-là. Et donc oui, donc c'est quelque chose qu'on a besoin d'alimenter et de mettre à jour en continu. Et vous recommandez quoi spécifiquement? D'ordonner la fermeture des comptes au bout de 6 mois, 1 an, de laisser ouverts quelques espaces? Quelle est l'option préférable? En fait, ça c'est variable en fait pour chaque personne comme elle le ressent, et c'est variable en fonction des comptes. Par exemple, il y a quelques familles qui souhaitent conserver la page Facebook parce que ça peut être également un lieu de recueillement. D'ailleurs, Facebook propose cette possibilité de transformer les pages en lieu de mémoire. Et il y en a beaucoup qui souhaitent en fait la conserver parce qu'ils ont accès à des photos, à des messages qu'ils ont échangés avec les personnes. Et ça remplace un petit peu les sépultures actuellement en marbre, sauf que c'est beaucoup plus facile d'accès, quoi. Claire Sambuc, est-ce que vous avez vous-même des recommandations à faire à ceux qui nous regardent? Alors nous, c'est vrai qu'on part du principe qu'on veut protéger donc les données personnelles et essayer de faire en sorte qu'ils ne fassent pas l'objet d'un nouveau business. Et c'est vrai que vu que les plateformes numériques s'en servent beaucoup et sont effectivement un peu l'or noir, on va dire, de l'économie, nous, on préférerait effectivement que les données soient supprimées, histoire qu'elles ne soient pas encore l'objet d'un nouveau business après notre mort. Donc c'est vrai qu'on recommande principalement de supprimer les comptes afin de ne pas alimenter à nouveau ce business-là. Et au moment où on donne ces recommandations à la famille là-dessus, est-ce qu'on peut se permettre de changer quelques petites choses sur son histoire? Oui, tout à fait. On peut. Enfin, je suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Vous êtes un spécialiste de l'e-réputation, non, Iprotego? J'imagine que ça, c'est une question qu'on vous pose souvent. Comment faire pour que ma réputation soit la plus belle possible? Ah oui, tout à fait. Effectivement, on peut mettre en avant certains contenus qu'on estime meilleurs pour la personne et essayer effectivement de faire reculer d'autres contenus dans des pages plus lointaines des moteurs de recherche. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Tout à fait, on peut manipuler effectivement les résultats de recherche. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Alors, il y a aussi des initiatives qui vont encore plus loin aux États-Unis, des startups qui travaillent à des options qui permettraient de télécharger nos cerveaux en attendant qu'on trouve une solution pour nous faire revivre à travers des machines, des ordinateurs. C'est l'avenir de votre métier, ça ? Je ne suis pas sûr. Déjà, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'avenir à court terme. C'est des projets très long terme qui vont nécessiter des moyens astronomiques. Et après, donc libre à chacun de se faire une opinion, mais on tombe un petit peu dans les épisodes de Black Mirror où on peut aller au-delà de la mort et ressusciter, entre guillemets, un avatar de la personne. Vous dites qu'il ne faut pas se précipiter dans ce genre d'investissement, c'est pas pour tout de suite, je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Merci beaucoup Claire Sambuc, juriste spécialiste en droit des nouvelles technologies chez Iprotego. Merci Hugo Fermin, cofondateur de Scan & Learn, et Philippe Mérable de Advitam pour vos éclairages sur la façon dont les technologies peuvent se mettre au service de la transmission de notre héritage. Alors juste après la pause, on part en quête de nouvelles inspirations de la nature